Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette session pour l'amour de l'eau. Une session qui va durer 1h30. Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis journaliste spécialisée dans l'impact, l'environnement et aussi la RSE, mais aussi de l'eau. Et donc, c'est moi qui vais avoir cette opportunité de modérer cette magnifique table ronde avec nos 5 intervenants aujourd'hui. Alors pour commencer, tout d'abord, nous avons un intervenant anglophone. Donc au moment de l'échange, si vous n'êtes pas forcément à l'aise ou confort, peu importe, vous êtes libre de prendre le casque et de mettre sur le channel numéro 3 pour avoir la traduction simultanée en français. Et Martin, du coup, tu es sur le canal 1 pour nous écouter. Donc tout fonctionne très très bien. Alors on va faire une petite introduction. Pour l'amour de l'eau, c'est un sujet aussi vital qu'universel. Et si vous êtes là, c'est que vous le savez. L'eau recouvre 71% de notre planète, mais moins de 1% est directement accessible et consommable par l'humanité. Pourtant, selon l'ONU, plus de 2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à une eau potable de qualité. Mais au-delà des chiffres, l'eau est bien plus qu'une ressource. Elle est aussi un symbole de renouveau et de guérison. Depuis toujours, les cultures et les spiritualités du monde entier associent l'eau à la purification, à la transformation et à la connexion avec soi-même et avec les autres. Mais elle est aussi en danger. Pollution, surconsommation et dérèglement climatique menacent son équilibre fragile. Aujourd'hui, nous avons réuni des experts, des visionnaires et des passionnés pour explorer notre lien profond avec l'eau. Ensemble, nous réfléchirons à des solutions pour mieux protéger ce trésor commun, essentiel à notre survie et à celle des générations futures. Plongeons ensemble dans ce voyage pendant 1h30 pour l'amour de l'eau avec nos 5 intervenants. Charlène Descolonges, une ingénieure hydrologue, auteure et conférencière engagée dans la protection de l'eau et du vivant. Nous avons également avec nous Pascale Derme, auteure, réalisatrice et pionnière dans le lien santé-nature. Nous avons également Barbara Albazio, une entrepreneure, une Sensi Atelier à Recense, on va en parler, autrice et cofondatrice de l'association Aqua Amour et créatrice d'un festival que vous pourrez découvrir dans quelques jours à Venise, Aqua Amour. Nous avons Julie Gauthier, ma sirène, une conteuse d'histoires sous-marines, apnéiste et réalisatrice. Et enfin, nous avons, et ça je pense que vous avez beaucoup de questions pour lui, Martin Ries, ou Ries, sommelier de l'eau. On peut tous les applaudir. Alors, comme on aime l'échange et le partage à l'Université de la Terre, nous allons à peu près avoir 1 heure de réflexion, d'échange avec nos intervenants et ensuite pendant une demi-heure, c'est à vous, vous aurez justement tout le temps de poser vos questions. Voilà. On commence avec vous, Charlène. Alors tout d'abord, voilà, qu'est-ce qui a éveillé votre passion pour l'hydrologie et vous a conduite à vous engager pour la préservation de l'eau et du vivant ? Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents un samedi matin pour parler de tous ces enjeux et notamment celui de l'eau, moi qui me passionne depuis que je suis petite. Mon frère est pêcheur à la mouche et c'est lui qui nous emmenait en fait au bord des rivières et j'ai toujours été impressionnée par ces récits qui relataient après ces parties de pêche sur tout ce qu'il voyait dans une rivière. Une rivière est profondément vivante et je voulais devenir médecin. Et en fait, la vie m'a amenée à étudier les sciences de la Terre. Et quand on étudie les sciences de la Terre, on a 3 voies, exploiter le pétrole, exploiter le caillou ou exploiter l'eau. Et j'ai voulu faire ni l'un ni l'autre, ni l'autre. En fait, j'ai voulu prendre soin de l'eau, c'est-à-dire vraiment soigner l'eau et comprendre comment fonctionnent ces rivières et ces hydrosystèmes. Donc, je me suis engagée dans des études assez longues d'ingénieur et d'hydrologue pour en prendre soin. Vous avez également cofondé une association pour une hydrologie régénérative. Quels sont les objectifs justement de votre association et quelles sont les actions concrètes que vous mettez en place pour restaurer le cycle de l'eau à l'échelle des territoires ? Merci pour cette question. Alors, c'est vrai que avant de parler d'amour de l'eau, peut-être devrions-nous nous arrêter sur notre désamour paradoxal et qui est d'une relation de l'ordre de « je t'aime, moi non plus », puisque les rivières, l'objet qui me passionne, en tout cas ces sujets maintenant qu'on voudrait attribuer avec des droits, ce sont des
des personnes vivantes, des êtres vivants, et malheureusement, on les a profondément altérés et désaltérés, je dirais, on les a asséchés, on les a déconnectés profondément de tout ce qui les alimente, c'est-à-dire, bon, surtout en France, mais globalement partout. On les a simplifiés, rectifiés, déconnectés des zones humides, déconnectés de tout ce qui les alimente, les forêts qui les bordent, et on les a on leur a ôté un ingénieur mammifère qui fait très bien le travail, on va dire, de soigner l'eau, soigner les rivières, à savoir les castors, et ce faisant, on s'est, je pense, progressivement, nous, humains, déconnectés des rivières et de l'eau. Et l'hydrologie régénérative, elle cherche à recréer ce lien par rapport à, dans une visée préventive, comprendre que ces hydrosystèmes sont connectés, aussi bien à l'eau bleue, visible, l'eau qu'on voit couler dans les rivières, dans les lacs, dans les nappes, mais l'eau invisible, qui est source de pluie sur nos continents, puisque le 2/3 des précipitations proviennent de l'évapotranspiration des végétaux. Les végétaux, pour qu'ils puissent grandir, vont prendre l'eau qui est dans les sols et l'évapotranspirer. Une fois qu'elle est partie dans l'atmosphère, cette eau, elle n'est pas perdue. Elle va être recyclée à l'intérieur du continent, plusieurs fois, et voire même les forêts pourraient avoir un pouvoir d'attracteur, un pouvoir d'attraction de la pluie, et on en parlera largement sur plusieurs ateliers dans les universités de la Terre, mais les forêts ont un rôle primordial dans ce cycle de l'eau, et on l'a complètement oublié. Donc l'hydrologie régénérative, c'est faire le lien entre cette eau verte et cette eau bleue, qui est fondamentalement reliée à la vie. C'est-à-dire que le vivant a un pouvoir d'interaction sur ce cycle de l'eau, et en tant que scientifique, on a ce devoir de rétablir ce lien et de voir que tout est connecté au-delà des intérêts humains. Quels sont justement donc du coup vos défis quels sont les grands freins aujourd'hui pour son assainissement et surtout sa gestion durable, et qu'est-ce que vous proposez à travers votre association? Quelles sont vos solutions? Alors, on parle beaucoup, surtout en ce moment, de qualité de l'eau. On s'inquiète en France, et Martine va pouvoir nous en parler, de cette qualité de l'eau qui se dégrade, évidemment. En fait, ce que j'essaye de dire comme message, c'est que les sécheresses, les inondations, les incendies, les pollutions sont toutes les mêmes faces d'une même pièce, puisque c'est encore une fois ce cycle de l'eau qu'on a déconnecté, les rivières qu'on a déconnectées. En clair, lorsqu'on déforeste, lorsqu'on artificialise les sols, lorsqu'on retourne une prairie, eh bien l'eau de pluie ne peut plus s'infiltrer. Elle ne peut plus recharger les nappes, elle ne peut plus être connectée dans ces hydrosystèmes. Lorsque on va canaliser une rivière, lorsqu'on va drainer une zone humide, l'évacuer le plus vite possible à la mer, on aboutit à un scénario catastrophique comme on a pu voir à Valence, où on a des toboggans à eau qui se sont construits et qui accumulent toute cette eau dans des points bas, et donc rend vulnérables toutes ces populations qui se construisent sur des zones inondables. Donc inondation, sécheresse, pollution, le fait d'évacuer l'eau le plus vite possible avec tous les rejets polluants reflète un mode de vie et un mode de consommation qui accélère absolument tout, qui accélère nos modes de vie. Il y a un indicateur qui permet de le rendre visible, c'est l'empreinte eau. Et je pose la question à celles et ceux qui peut-être ont la réponse, mais à votre avis, un Français moyen a une empreinte eau de combien de litres par jour? 60? 150? 480, c'est très précis. Effectivement, j'ai entendu la réponse, c'est 5000 litres d'eau par jour. Entre 5000 et 10 000 litres, selon les méthodes de calcul. 5000 litres, c'est toute l'eau qui est nécessaire pour produire notre alimentation, nos vêtements du quotidien, notre smartphone, 11 000 litres, un jean, 12 000 litres. Voilà, en fait, ça reflète à quel point on est dépendant. Un café, 150 litres 147. En fait, on est complètement dépendant de cette eau, et notre économie est dépendante de cette eau. Le vivant, dans son ensemble, est dépendant de cette eau, et on a complètement oublié. Il y a 7 indicateurs-là qui permettent de le rendre visible, mais l'hydrologie régénérative, c'est permettre de révéler cette dépendance et de ralentir la goutte d'eau sur les territoires. Donc on utilise plusieurs méthodes d'hydraulique douce. On s'adresse aux agriculteurs, on s'adresse aux gestionnaires des forêts, aux urbanistes
et aux gestionnaires des rivières pour s'inspirer du vivant qui, de fait, va garder l'eau autour de lui le plus longtemps possible, labyrinthiser autour de lui, mais pour rester en vie. Effectivement, donc du coup, comment vous faites pour encourager effectivement cette coopération, cette collectivité entre les différents acteurs, les collectivités, les agriculteurs, les industries et les citoyens pour avoir cette gestion intégrée? Alors l'hydrologie régénérative, elle résonne à l'échelle du bassin versant. Le bassin versant, c'est l'unité de base en hydrologie. C'est la cuvette délimitée par les reliefs dans laquelle les gouttes d'eau vont se concentrer dans les hydrosystèmes. Si nous, notre corps était un bassin notre corps, en fait, c'est un bassin versant. On est irrigué par un réseau sanguin. Les bassins versants sont irrigués par les réseaux hydrographiques, des petits chevelus jusqu'aux grands fleuves. Et nous, on porte cette vision à l'échelle du bassin versant et on met tout le monde autour de la table. Tous ceux qui gèrent les forêts, tous ceux qui gèrent les rivières, les agriculteurs, on leur demande de ralentir cette eau et ne pas construire ces formes de maladaptation, à savoir les grands ouvrages que sont les méga-bassines, mais ralentir cette eau dans les sols, la stocker le plus possible dans les sols pour recharger les nappes et ralentir l'eau dans les rivières pour reconstituer ces zones humides. Donc on porte des projets pilotes, notamment autour de Valence, où on a des agriculteurs qui ne peuvent plus irriguer parce que la nappe a été surpompée. Et on leur dit maintenant, il va falloir travailler avec ce qui tombe du ciel et garder le plus possible l'eau dans les sols, reconstituer des zones humides. Mais c'est un travail de longue haleine. Et ça demande de mettre autour de la table les pouvoirs publics, les collectivités qui ont les moyens financiers, politiques, d'assurer aux agriculteurs un revenu suffisant pour protéger l'eau, tant en quantité qu'en qualité. Et pour conclure cette magnifique introduction et passionnante, mais en même temps qui fait peur, effectivement, parce qu'on est encore loin d'avoir les solutions concrètes, en tout cas appliquées. Quelles justement solutions on peut faire à l'échelle individuelle pour restaurer ce cycle de l'eau? Alors, je vous parlais de l'empreinte eau, donc 4900 litres par jour, selon cette première méthode. 85% de cette empreinte eau est liée à notre alimentation. En fait, on mange de l'eau. C'est bizarre. On est eau, 70%, et on mange de l'eau à travers notamment un régime riche en protéines animales. Plus on a un régime carné, riche en protéines animales, plus on a une empreinte eau élevée. Il faut savoir que 70% des surfaces cultivées en Europe, c'est à peu près pareil en France, sont dédiées à l'alimentation animale. Plus de 50% des surfaces irriguées en France sont destinées à l'agriculture animale, enfin l'alimentation animale. Donc plus on réduit effectivement notre consommation de viande, plus on va alléger cette empreinte eau. Et donc l'idée c'est pas de dire on supprime totalement l'élevage, la polyculture élevage a son intérêt, mais c'est d'en faire moins et mieux et de soutenir une agriculture qui va prendre soin de l'eau, des sols, du vivant, en replantant des haies, refaire revenir la biodiversité dans les mares, etc., etc. Merci beaucoup, Charlène. Vous avez compris le message pour être un peu plus végétarien? On continue avec une réflexion tout aussi inspirante avec Pascal Derme. Alors vous, Pascal, avec vous, nous allons parler de santé bleue, un thème qui m'est cher et je pense à la salle aussi. Appel de l'eau, baignade dans la vallée des merveilles, des immersions inconscientes, etc. Le mot à quoi? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre film lié à cette guérison du bleu? Alors oui, je vais vous en parler, mais j'ai une petite question pour la salle avant. Est-ce qu'il y a des aquaphobes dans la salle? Non? Donc on est bien dans l'amour de l'eau, c'est bien. Oui, j'ai étudié pendant une dizaine d'années les rapports d'interdépendance entre notre santé physique, mentale, émotionnelle et la nature autour de nous, sur un socle plutôt scientifique, moi qui ne suis pas scientifique dure, mais qui suis scientifique molle, on va dire, des sciences sociales. Et j'ai voulu comprendre en fait ce qui nous reliait en termes avec les arbres, avec les jardins et ensuite avec l'eau, les espaces bleus. Alors on va parler, en santé bleue, on parle d'espaces bleus. C'est pour les scientifiques qui étudient ces questions-là, tout ce qui n'est pas créé par l'homme, donc des lacs, des rivières, des océans, des littoraux, des mers, des cascades même. Et personnellement, oui, j'ai eu un appel de l'eau puisque je travaille sur ces questions et puis j'ai été attirée dans la Vallée des Merveilles par une vasque turquoise et très froide où j'ai été m'immerger 3 fois.
C'est vraiment comme un rituel. Les bains rituels, c'est aussi 3 fois. Et c'était totalement sorti de nulle part, out of the blue. Et j'ai eu cette révélation en me disant que Aqua, avec le titre du film, allait me conduire. Et ensuite, j'ai tiré la pelote ou les gouttes d'eau pour aller à la source de ces recherches, pour essayer de comprendre ce sujet-là. Et justement, dans vos travaux, dans vos expériences surtout, il y a beaucoup de santé bleue, donc du coup, c'est la guérison. Qu'est-ce que vous, tout d'abord, ça vous a apporté, ces immersions, ce bienfait de l'eau, de cette connexion même dans une eau très froide, à vous? Alors moi, en fait, ça me renvoie aux origines de ma propre vie. Nous sommes des êtres flottants. Le statut d'être flottant est notre premier statut d'être. Nos premiers sens, c'est des sens de résonance avec la voix, avec les voix autour de nous, pas seulement la voix de notre mère d'ailleurs. Les sons de la nature aussi. Donc on est en résonance, on a des branchies, on devrait pouvoir utiliser cette résonance. Nous sommes des êtres aquatiques, c'est 70%, mais c'est 80% pour certains organes, comme le cœur ou le cerveau. Donc on a cette capacité de résonner avec ce qui nous entoure, de vibrer, et pas seulement d'être... voilà. Moi, ça m'a apporté cet équilibre, de revenir à quelque chose de plus sensoriel qui parte du corps, qui parte de l'expérience, de l'enveloppement de l'eau, qui parte du bercement de l'eau. Sortir aussi, après 30 ans d'écologie, de se dire que la nature, c'est bon et les hommes sont mauvais aussi, parce que l'eau est ambivalente. L'eau, elle berce, elle soigne, elle guérit, mais c'est aussi le chaos. Elle engloutit et elle tue et elle ravage. Donc il y a cette ambivalence de la nature qui est importante aussi. Et puis, l'eau, c'est ce qui nous lie. Donc moi, ça m'a relié. L'eau, c'est le lien entre les continents, c'est le lien entre les organes à l'intérieur du corps. Donc cette conscience d'être des gouttes d'eau, d'être en reliance avec ce combat ou ces engagements écologiques. On sent cet appel, hein, Pascal. Et justement, lors de vos recherches, qu'est-ce que vous avez découvert comme, on va dire, de ce pouvoir de l'eau sur la santé humaine, ses bienfaits, ses effets peut-être antidépresseurs et autres? Oui. Alors, ce sujet de la Blue Health, donc c'est 200-300 études aujourd'hui, dans un corpus de 2500 études sur nature et santé. Donc, ce que moi j'ai découvert, ce que plutôt je passe de ce que les scientifiques ou les chercheurs ont découvert, c'est, oui, il y a un effet, ce qui m'a le plus marqué, c'est en effet les effets sur les maladies de civilisation en général. Donc, maladies de civilisation liées à nos modes de vie, donc sédentarité, malbouffe, stress, dépression, état anxieux dégradé. Donc, par exemple, la natation, 3 fois par semaine, la natation peut régler des questions de dépression sévère pour des personnes. Il y a tout un tas de gens, je suis sûre, dans la salle, qui le font déjà spontanément. Quand ils se sentent pas bien, ou quand ils sont déprimés, ou quand ils sont malades, ils vont nager. De même qu'ils vont marcher en forêt, pour certains. Donc on a ce moment aujourd'hui où on est à la congruence entre la science, ce que nous dit la science, ce que nous dit notre intuition et que nous pouvons croire à nouveau et suivre à nouveau, et ce que nous disent des civilisations très très anciennes sur les pouvoirs de l'eau. Avant de passer sur ce sujet-là, il y a aussi, par exemple, ce qui m'a intéressée, c'est la plongée thérapeutique contre le stress post-traumatique. Ça a été étudié par Mathieu Coulange, qui est français. Donc, il y a quelques études françaises aussi parmi ce flot d'études en Blue Health. Mathieu Coulange, il est directeur d'une clinique à Marseille. Il a emmené les rescapés des attentats de Paris nager en Guadeloupe et il a comparé avec d'autres sports pour voir si c'était le fait de faire du sport ou le fait d'aller faire de la plongée thérapeutique qui aurait pu avoir un impact pour les faire passer sous l'échelle du stress post-traumatique. Et donc, il s'est rendu compte que cette plongée, donc particulière, avec de la sophrologie, avec de la respiration, permettait ce rééquilibre du système nerveux autonome, dont on a quand même pas mal parlé ces derniers jours, qui est un système nerveux qui gouverne notre corps et qui est la respiration, les battements cardiaques, la digestion, tout un tas de fonctions qui sont totalement en dehors de notre volonté, et que le fait d'aller faire de la plongée pouvait aider ces gens. Ils sont passés sur 12 personnes sous l'échelle du stress post-traumatique au bout de 10 jours de natation, et pas les gens qui avaient fait du sport. Donc c'est pas simplement le fait d'aller faire du sport, mais c'est le fait de faire ce sport et en conscience. Donc c'est pour ça que la sophrologie et la méditation accroissent et amplifient les effets de la santé bleue, de respirer, mais de respirer avec la nature, avec les ions négatifs, avec les vagues, en étant conscient de cette sensorialité. Et c'est finalement cette sensorialité retrouvée dans l'eau
Et cette alliance qu'on fait avec cette sensorialité, qui est notre sensorialité, mais qui est aussi la sensorialité des vagues, le bleu, parce que l'eau est partout, mais est-ce qu'on se souvient encore qu'elle est bleue? Elle n'est pas que c'est quelque chose de gris qui coule d'un robinet. Donc on a un problème d'imaginaire avec l'eau. Et ce qui est beau, c'est que c'est la science qui nous permet de retrouver cet imaginaire avec l'eau et de ne plus faire de distinction trop stricte entre la science, la raison, l'intuition, etc. Parce que l'eau, ça n'est pas ça qu'elle fait. Elle relie, elle nous relie. Voilà. Pratiquement tout dit, Pascal. J'aimerais du coup maintenant faire ce parallèle, Pascal, justement, comment les anciennes civilisations utilisaient cette eau à des fins thérapeutiques et comment aujourd'hui, que donnent nos découvertes récentes sur les bienfaits de la médecine de l'eau? On a eu l'art du bain, les premiers médecins soignaient avec l'eau. Galien, l'art du bain, Hippocrate, soigner avec l'eau, les forêts et l'air d'ailleurs aussi. Donc on a cette médecine qui a été à un moment donné coupée et où le chimique a pris le pas sur cette médecine au contact des éléments. On ne guérit pas un cancer avec des gouttes d'eau. Évidemment, c'est très très important de le dire. Je sais de quoi je parle, mais on peut retrouver cette médecine de l'eau qui est une alliée thérapeutique, en accompagnement de traitements allopathiques, en accompagnement, en réduction du stress, en accompagnement aussi d'une quête existentielle si on en a besoin, de méditation, de spiritualité. Donc, votre question, c'était les civilisations anciennes, comment elles voyaient ces effets thérapeutiques. Absolument. Et aujourd'hui, la médecine de l'eau, chez nous, dans nos sociétés modernes, voilà. Ça donne quoi? Alors, effectivement, l'eau était utilisée pour la purification. Je pense aux bains rituels. Les feux de la Saint-Jean, par exemple. Les feux de la Saint-Jean, c'était on remercie, on se baigne, il y a des feux, mais il y a aussi des bains, on oublie, pour remercier la nature des récoltes. Donc il y avait cette fonction de purification. Ensuite, en XVIIIe siècle, les Anglais ont inventé les machines à bain. Ils plongeaient les gens dans des machines, dans une eau très froide, dans des caissons, parce que personne ne savait nager au XVIIIe siècle. Et en France, on a utilisé cette eau froide, d'abord avant l'eau chaude de la thalassothérapie. L'eau froide était utilisée à des fins pour lutter contre la rage et la folie. Voilà, donc on est quand même très loin de tout ce qui est bien-être. Et puis progressivement, la thalassothérapie, etc. Aujourd'hui, la médecine de l'eau redécouvre ses bienfaits, redécouvre les bienfaits de l'eau froide, qui ont donc des vertus anti-inflammatoires. Donc ça s'est perdu finalement. Ça s'est perdu. Il y a eu un traité des eaux et de la médecine de l'eau qui a été écrit au XVIIIe siècle par un Anglais. Russell, mais il y a beaucoup d'éléments qui se sont perdus, de même que l'art des forêts, la médecine de la forêt, ça s'est beaucoup perdu. Donc on peut revenir à et maintenant on peut comprendre pourquoi l'eau avait ses vertus de choc. Donc on sait que les immersions en eau froide, ça déclenche de la sérotonine, ça déclenche de la dopamine. Donc sur un plan hormonal, ça nous redonne de la joie, de la vigueur, que ça a des processus anti-inflammatoires aussi. Donc on peut justifier a posteriori ce que les anciens savaient. Donc cette médecine de l'eau, elle a aussi des vertus calmantes, bien sûr, dont on en a tellement tous besoin. Donc il y a des vertus de bien-être, des vertus de régénération, de restauration cognitive, de restauration mentale, de lutte contre le stress. Et bien sûr, c'est le sport et les activités qu'on peut faire, parce que la santé bleue, ça n'est pas. Alors ça peut aussi être en contemplatif. Moi, j'ai une nature assez contemplative, donc ça me fait du bien juste d'être au bord de l'eau et d'entendre la nature du ressac, de sentir, de voir ce bleu qui a un effet. Le Blue Mind, l'esprit bleu, a été analysé par un Américain qui s'appelle Wallace, j'ai oublié son nom, c'est pas Wallace Nichols, si c'est Wallace Nichols, Blue Mind. Il a étudié en fait ce que le bleu et ce que l'immersion dans le bleu faisait à notre cerveau, de calme, de créativité, de fonctions cognitives restaurées, versus le cerveau rouge, qui est le cerveau stressant et en feu. Et donc, on a besoin de cet équilibre entre les deux. Mais ces connaissances-là, elles s'étaient effectivement perdues et on peut les retrouver aujourd'hui, pas seulement par la science, mais par la pratique du sport et donc l'implication et de l'engagement avec cette nature dont nous sommes quand même bien séparés, ce qui fait que nous laissons faire ce que nous ne devrions pas laisser faire
à cet élément sacré. Je crois qu'il y a aussi ce que nous dit la science, que disent les scientifiques aussi qui étudient ça, c'est ça nous amène à une resacralisation de quelque chose qui n'est pas juste un service, ou même le mot service écosystémique me plaît pas du tout, parce que ça n'est pas un service que la nature nous donne, c'est une coopération, c'est une coexistence, c'est une interrelation que nous pouvons retrouver dans l'eau. Ça n'est pas quelque chose que nous allons encore prendre dans la nature. Et quels conseils vous pourriez partager pour effectivement avoir de nouveau cette reconnexion à l'eau et voilà, et pouvoir partager, en tout cas profiter de ses bienfaits? Alors, la première chose là que j'ai envie de vous dire, c'est là on peut le faire. Vous avez, si vous vous reconnectez, vous avez une rivière, vous avez un littoral, vous avez un espace bleu que vous aimez dans votre cœur là, chacun. Vous avez une rivière où vous avez été pêcher avec vos enfants, vous avez une plage où vous avez été nager avec votre papa, moi c'est mon cas à La Ciotat, vous avez une vasque. Donc se reconnecter avec ces espaces bleus qui sont dans votre cœur, qui sont dans votre mémoire. L'eau est mémoire, hein, on boit de l'urine de dinosaures. Et donc on se reconnecte avec ces espaces bleus que l'on aime, première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des pratiques de santé bleue qui sont listées, moi j'en parle dans mon bouquin, donc qui sont des pratiques qui sont pas que du sport, qui sont pas du sport de compétition, qui sont pas du sport de prédation, qui sont des sports de contemplation donc il y a l'apnée, il y a la natation en eau libre, il y a la plongée thérapeutique, il y a du kayak thérapeutique. C'est souvent des sports qui sont dans le silence, qui sont dans la reconnexion aux éléments. On peut faire plein de sports, on peut faire des sports dans l'eau et ne pas du tout être au contact avec les éléments naturels. Je pense aux grands skippers qui survolent tout ça très loin et qui éprouvent parfois le besoin de retrouver avec des bateaux comme les pabouks par exemple, où ils peuvent mettre l'eau dans la main dans l'eau et sentir. Donc ces sports, ces thérapies bleues, elles existent. Moi, j'ai un projet de reliance de ces acteurs de thérapie bleue en Bretagne. Ils sont déjà là, ces gens qui font la clinique de l'Odet contre les addictions, fait de la surf-thérapie à Quimper. Il y en a partout, il y en a à La Rochelle. Il y a de la surf-thérapie que certains médecins... Voilà. Et la troisième chose, c'est de parler à vos médecins. Je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle. Il y en a? Non, il y en a. Ah voilà. Donc, on a aujourd'hui assez de science pour dire que ces thérapies au contact de l'eau, il tape Blue Health, c'est un programme européen, il y avait 18 000 Européens, et puis il y a ces 300 autres recherches, 299 autres. Il y a assez de recherches maintenant pour pouvoir, nous Français, s'y mettre aussi. Il y a trop peu de recherches en France, il y a trop peu de recherches sur l'économie de la santé, ce que ça donnerait en prévention, d'aller dans l'eau, de marcher au contact de l'eau. Ça induit des préventions économiques. Donc sur le système de santé, on en a besoin aujourd'hui. Voilà, donc la chose, c'est parlez-en à vos médecins, parlez-en à vos thérapeutes. L'eau est une alliée thérapeutique. Moi, elle m'a guérie aussi. Et donc ça a été ma consolatrice, mon punching ball, ma sœur d'eau. Et voilà, ça fonctionne. Merci beaucoup Pascal, on ne l'arrête plus. C'était une très belle introduction pour maintenant s'immerger. On va s'immerger avec Julie Gauthier. Est-ce que je pense que ça te parle, le Blue Mind, toi qui as commencé à t'immerger avec ton père à La Réunion, toi qui viens de La Réunion? Énormément. Moi, j'ai grandi entourée d'eau. J'ai même pas eu le choix. Pour moi, c'était un environnement absolument naturel. Mes premiers pas, je les ai faits dans l'eau. C'est un élément qui fait partie de mon quotidien. Et avant de parler, de passer à l'aspect créatif avec toi, Julie, toi, les sensations, cette connexion à l'océan, que j'ai bien vu, qu'il y ait des requins, pas de requins, que l'eau soit froide. On a plongé ensemble, c'est pour ça. On a plongé ensemble. Tu y vas, tu as cette connexion. Tu dirais que ça te fait quoi, toi, en tant qu'individu, de te mettre à l'eau, enfin surtout pas de piscine, hein, entre nous, on parle de mer et d'océan. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça me fait? C'est un peu comme vous quand vous êtes sur Terre. Je me sens aussi bien dans l'eau que sur la terre ferme. C'est un élément qui n'est pas étranger. Et ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est un élément dont on vient, vous l'avez bien dit, on le sait, plus ou moins loin, mais il y a plein de gens qui en ont peur, il y a plein de gens qui ont des appréhensions, on oublie qu'on est des mammifères marins, on oublie qu'on a des tonnes physiologiquement, on est fait pour aller dans l'eau. Je veux dire, dès qu'on met le visage dans l'eau, il y a le
le rythme cardiaque qui diminue. On a tout un tas de mécanismes comme les cachalots qui fait que quand on descend en profondeur, on protège nos poumons. On est des êtres aquatiques. Et moi, ça, c'est quelque chose que je cultive en fait depuis l'enfance. Est-ce que justement vous pouvez nous parler, ça fait 10-15 ans maintenant que tu réalises des courts-métrages, des films. Ça peut être dans une piscine reliée à une histoire personnelle, avec ton ex-concubin également, avec qui vous avez réalisé des clips, dont un des clips qui est quand même est celui de Beyoncé, tourné en Polynésie, là où nous avons été. D'où te vient cette inspiration? Parce que vraiment, tu as des plans sublimes. Tu as été aussi DOP dans plein de documentaires sous-marins. D'où te vient ta création quand tu es sous l'eau? Que ce soit aussi bien pour un court-métrage très personnel ou un film artistique ou un film documentaire. Ça vient pas de moi, ça vient de l'eau. En fait, c'est elle qui me guide. Il suffit que je m'immerge. Il suffit même sur Terre, en fait. Je me laisse être inspirée par mon environnement, mais mon outil de créativité, c'est l'eau. Parce que pour moi, c'est un élément où il réside de la magie. Dans l'eau, on vole. Dans l'eau, il y a encore cette magie qu'on a perdue aujourd'hui, je trouve. C'est un élément dans lequel je retrouve cette âme d'enfant, où moi je continue, et c'est ce que j'essaie de réapporter, de retrouver cette âme d'enfant qu'on a quand on est dans l'eau. On a envie de jouer, on a envie de flotter, on a envie de descendre, on a envie de s'amuser, et c'est ce bien-être-là qui est important. L'une de tes dernières œuvres, c'est Bakélite. Ça fait à peu près 1 an et demi maintenant que c'est sorti. À travers le message, donc tu vas nous raconter tout de suite, mais tu as voulu dénoncer la pollution de l'eau. Tu as tourné à Marseille. À Nice, pardon. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer tout d'abord d'où est venue cette idée de te battre contre un géant de plastique, voilà, on l'a dit, et surtout, quels sont les messages que tu as voulu faire passer et comment tu as réussi? C'est magnifique, je vous invite tous à regarder Bakélite, Bakelite. Qu'est-ce que la bakélite? Voilà. Qui sait c'est quoi la bakélite? Il y a plein de gens qui le savent. Vous êtes timide, ne soyez pas timide. Donc la bakélite, c'est l'ancêtre du plastique. C'est la première forme de plastique qui a été en fait industrialisée. Et en fait, c'était un clin d'œil pour moi, c'est pour ça que je l'appelais bakélite, parce que la relation qu'on a avec le plastique, elle est hyper ambivalente, comme la relation qu'on a avec l'eau, comme tout ça. Le plastique, en vrai, c'est une matière extraordinaire. Juste qu'on a oublié que c'était une matière extraordinaire et qu'on l'utilise pour tout et n'importe quoi, alors qu'elle devrait être quelque chose d'extrêmement précieux. Et Bakélite, ça raconte un peu ça. L'idée, elle m'est venue comme d'habitude. Moi, je me laisse porter, je regarde des choses, j'écoute, je suis très contemplative. Et j'étais sur Internet, comme quoi il peut venir des choses très intéressantes d'Internet. Une jeune dame qui faisait des expositions sous-marines. Donc c'est une designeuse. Et donc je suis allée regarder un peu son travail et elle avait fait une vidéo d'une espèce de chaise qui sortait du sable. Et je ne sais pas si vous avez ça quand vous étiez petit, une espèce de girafe qui est complètement raplapla et quand on tire dessus, hop, elle se recrée. J'ai eu cette impression-là, j'ai vu ça et tout de suite en voyant cette chaise qui se crée sous l'eau, j'ai vu ce géant, j'ai vu cette marionnette et j'ai eu envie de recréer sous l'eau, sans effets spéciaux, sans rien, un géant qui sort de l'eau et qui serait fait de matière plastique. Donc le parallèle entre toute cette matière qu'on est en train de mettre dans l'eau qui se réveille. Et l'idée, c'est que il y a un petit personnage qui représente l'humanité, qui représente l'âme de l'eau, qui se balade tranquillement sous la mer et qui voit ces plastiques et qui réveille ces géants de plastique, avec lequel d'abord elle va avoir une espèce d'histoire d'amour. Elle est un peu étonnée, elle se demande ce qu'il est, il joue avec elle, et plus elle joue avec lui, plus il grandit, plus il devient imposant, et plus il veut continuer à jouer avec elle, mais il devient dangereux, et elle finit par devoir le combattre, mais malheureusement, elle se fait aspirer par ce géant. Mais heureusement, le film ne finit pas comme ça. Donc je vous laisse aller voir la suite. C'est un court-métrage. Comment, selon toi, l'art peut sensibiliser le public et justement, notamment à travers Bakélite, est-ce que tu penses que tu as réussi ton pari parce que tu as tourné dans des festivals? Le pari n'est pas important.
l'important, c'est le cœur qu'on met dans les choses. Et c'est ça que je tiens à dire aujourd'hui. On dit, bah voilà, est-ce que t'as pas l'impression de te battre contre des moulins à vent? Est-ce que t'as pas l'impression que ça avance pas? Et je dis, mais peu importe le résultat. L'important, c'est ce qu'on fait. Et l'important, c'est de le faire avec le cœur. Et on sait qu'on va dans la bonne direction. Donc, il faut pas regarder les résultats, il faut pas avoir des attentes, il faut juste faire en conscience, avec soi. J'ai oublié ta question, du coup. Non, c'était justement comment l'art peut sensibiliser à l'eau, selon toi. Oui, voilà. Ça, c'est une vraie artie. Hein. C'est un échange avec une vraie artie. Ça part dans tous les sens. Donc, l'art, la danse, ce sont les éléments de communication premiers. J'ai compris, je vais te lancer sur la danse. C'est un langage universel, l'art. C'est la seule manière de toucher au cœur un public sans avoir besoin de passer par la parole, sans devoir passer par des mots. Parce que les mots ne sont pas universels. On a chacun notre langage, on a chacun notre interprétation, mais la danse, le mouvement, l'art, c'est quelque chose qui a toujours été utilisé pour transmettre des émotions. Et par l'émotion, c'est comme ça qu'on peut transformer et c'est comme ça qu'on peut passer à l'action, par l'émotion, par le cœur, par l'amour. Ben justement, qu'est-ce que tu cherches à transmettre, à partager? Tu viens de lancer une nouvelle discipline. J'ai pu un peu le voir au salon de la plongée. Je suis pas encore au musée, hein, merci. Avec les dinosaures. Au musée de la plongée, non, ça aurait pu. Au salon de la plongée en mars, qui s'appelle Aqua Dance Flow. Ne lance pas. Aqua Dance Flow. Tu invites un public, notamment un public féminin, à danser sous l'eau. Non, pas que. Pas que. Ça m'étonne pas de toi. Ouais. Et donc, du coup, explique-nous cette discipline. Alors, c'est petit private joke. Alors, cette discipline, en fait, j'ai fait un film qui s'appelle Ama, où je danse sous l'eau. Et c'était la première fois en fait que je me mettais moi en scène. D'habitude, je suis toujours derrière la caméra et je filme des choses, des gens, des histoires. Et là, j'ai eu envie de me mettre en scène dans ce film parce que j'y racontais quelque chose d'extrêmement personnel. Et la danse, qu'en fait, ma mère était prof de danse, et mon père chasseur sous-marin. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu réunir ces deux passions, ces deux choses que j'ai depuis mon enfance. Depuis que j'ai 4 ans, je danse. Depuis que j'ai 4 ans aussi, je suis dans l'eau. Et je trouve que c'est un moyen extraordinaire aussi, de raconter sans dire. De raconter en laissant libre cours à l'émotion et à des interprétations personnelles. Et après ce film, j'ai eu énormément de demandes pour, mais comment tu t'entraînes et est-ce que tu transmets et c'était pas du tout le but de ce film. Pour moi, c'était juste une manière, d'expression. Pour moi, mes mouvements étaient les mots de mon histoire. Et cette année, à force, j'avais un peu peur en fait. J'avais un peu peur parce que ça revient à inventer une discipline. Par où je commence? Vous voyez comment va mon esprit dans tous les sens. Quelles sont les bases? Comment est-ce que je commence? Comment est-ce qu'on construit de A à Z une discipline? Et en fait, j'ai dit, je vais juste commencer par le début. Je vais commencer par enseigner. Et chez moi, à Nice, j'ai pris les copines. On a été dans l'eau. J'ai commencé à donner des cours. Et là, je reviens le week-end dernier, j'avais mon premier stage d'Aqua Dance Flow pour le 8 mars, Journée internationale de la femme, 8 ans après la sortie d'Ama. Donc c'était vraiment un très bel anniversaire. Et comme tu disais tout à l'heure, l'eau soigne. Et la danse aussi est une manière extraordinaire de soigner le corps et de soigner les maux de l'âme. Donc pour moi, réunir les deux, je le vois pas du tout comme une discipline sportive. Je le vois comme quelque chose de récréatif, comme quelque chose qui est là pour thérapeutique et pour un moyen d'expression où on mélange cette sensation extraordinaire qu'on a dans l'eau, où on flotte, on vole, on est en apesanteur, on est comme dans l'espace, et les bienfaits extraordinaires de la danse. Et c'est ça que j'aimerais bien, que j'ai envie d'apporter à travers cette discipline, c'est une nouvelle manière d'être à l'eau, qui n'est pas performative, mais qui est dans du ressenti et
encore une fois, la seule raison, c'est tomber amoureux de cet élément. Quel message, on peut l'applaudir. Je suis tombée en amour te voyant avec une baleine à 30 mètres, ça c'est sûr, déjà. Ah oui, ça aide. Quel conseil tu pourrais donner à la salle et aussi, surtout peut-être aux jeunes générations qui eux aussi veulent explorer le monde sous-marin, le préserver et aussi sensibiliser à l'art créatif? Déjà, j'ai envie de dire que chacun a son talent, chacun a son élément propre. Moi, c'est l'eau, c'est un biais par lequel on peut aussi avancer, mais on peut trouver, et l'important c'est d'être dans la sincérité. Voilà. Ensuite, ce que je trouve extraordinaire avec l'eau, c'est que c'est un élément qui pousse à l'humilité, mais qui pousse aussi à la lenteur. Et pour moi, le maître mot aujourd'hui, c'est de revenir à la lenteur. Dans cette société où on veut aller trop vite, trop loin, se battre, on ne peut pas se battre contre l'eau, on ne peut pas courir dans l'eau, on ne peut pas se précipiter. C'est le flow. On doit se aquadance flow. Merci beaucoup, Julie. Voilà. Julie. Sachez qu'on est désolé, on n'a pas pu, pour des raisons techniques, vous présenter des trailers, des images, etc. de toutes les créations de nos intervenants, mais n'hésitez pas surtout, je vous invite à aller voir les livres, les documentaires de Pascal ou encore les créations de Julie et de Martin, etc. N'hésitez pas, c'est vraiment passionnant. Maintenant, on va parler en anglais, donc n'hésitez pas si vous voulez mettre le casque sur le channel numéro 3, voilà, pour avoir la traduction en français, peut-être de mon accent français d'ailleurs. And now let's talk in English. And we follow the discussion with you, Martin. Martin, you are a water sommelier. I'm very curious about this, but also a beverage consultant, author, and water advocate. You have dedicated your career to elevating water appreciation to an art form, captivating audiences worldwide with your profound knowledge and passion for this vital element. But first, what sparked your initial interest in water, leading to you become a water sommelier, Martin? I ask me the same time all the time this question, because how can you be a water sommelier? Like my friends always saying, you could be a wine sommelier, that would be so much more fun. Like, why you're a water sommelier? And when you listen to me now, you think like, that's a very strange American accent this guy has, huh? So I'm German. Originally, and I'm so sorry that I don't speak your beautiful language. I love French to death. My father speaks French fluently because he lived here for quite a while. But I'm from the Danish border originally, so I can speak a little Danish. And then I moved in 2011 to Los Angeles. But I had the idea already in 2005. But it started a little bit earlier than that. My passion for water started when I was around 4 or 5 years old on vacation time with my parents. We were traveling through Europe, and I was just fascinated to taste the different tap waters. And my parents always thought, like, what is wrong with our son? Like, he sits in the car, he doesn't drink the bottled water we have, because for me it's already, I had the taste of that, why I should drink it again? I already know that water. And when we stopped, I was running to the restroom, and my mother's like, oh, he really needs to pee. He's saying, no, I'm not. I just want to drink the water. And the funny, water alcoholic. Yeah, correct. Yeah. Without any problems. My liver is great. Yeah, so it's amazing. And in my teens, obviously, I forgot a little bit about my hobby of drinking water because I was drinking the other waters. Well, what I call them always, it's like champagne or beer or wine. It's all based on water. Let's be honest. It's all water in the end. But then in 2005, my background is hospitality industry. I worked in a Michelin-star restaurant in Berlin as a general manager. And a guest came to me and said, Martin, you have over 1,000 different wines, but you're just serving one brand of water. And he didn't like the taste of that particular brand. And he asked me, what else do you have? And I looked at him, and then I thought it's all about options in the restaurant business. You have different beers, you have different liquors, you have different main courses, appetizers, desserts. It's all about option. But when it comes to water, our most essential beverage, without we wouldn't be on this planet. We couldn't sit here when we wouldn't have water. We don't care in the restaurant business. It's all about, what do you want, still or sparkling? 99%
of waiters and try it out. Go later on to the restaurant and ask them, which brand are you serving? Most of them don't know this. They're like, oh, water? No, water has taste, based on minerality. So I had this idea to create a water menu. I hated the term water sommelier in the beginning because the media started to call me water sommelier. I was like, no, a sommelier is something for wine. I'm just a water expert. And then they thought I'm working for the Department of Water and Power. So that didn't work out either. So I realized at one point I'm creating water menus. I talk about pairings. I can actually create beverages and new moments for my guests in the restaurant. So I am a water sommelier. And then in 2010, I was actually certified by the German Water Trade Association for mineral waters as a water sommelier. I went to Los Angeles in 2011 based on an O1 visa for extraordinary abilities because I can taste water, or I can drink water, what I'm always saying. And I moved to LA, and I had, in 2012, my first water menu in Los Angeles was national news. I had no clue why, because for me it was all about options. But then Conan O'Brien called and thought, like 2 weeks later, like, it would be great to have you on the show. It's like, okay, why not? Conan. I like to laugh. And since then, you can see me on so many documentaries. National Geographic followed me to China, where I'm drinking water. You can see me currently on Netflix on 2 shows, one with Down to Earth with Zac Efron, the other one is Bill Nye, the Science Guy. So my passion for water changed slightly through the Hollywood effect. And now I'm sitting in France and talk about water at UNESCO. It's great. Martin, I'm very curious. How many people have this kind of job in the world? So I'm not the only one. A lot of people always think like, oh my God, Martin, that's the only water sommelier. No wonder you have extraordinary abilities. No, there are 500 water sommeliers around the world. There are different schools where you can actually be trained. From which countries, for example? Oh, mostly it's really funny Germany because we're like very efficient when it comes to water. Crazy German people. Yeah, right? we're all crazy. Trust me, when I came to the States and I had this idea of the water menu, they all thought like, what is this crazy German dude doing who looks like Harry Potter and thinks that we're drinking water wrong? So it was very interesting in the beginning for me to see the culture differences about Americans, how they engage with water. Because let's be honest, when you drink tap water in LA, you smell like the pool afterwards. It's highly chlorinated. Americans love to get fooled and scammed. I don't know why, but they love to fall for stupid, crazy things. They love to spend money. It's all capitalism, obviously. So because we were earlier saying like obviously water cannot cure cancer, there's a company out there in America who's actually based in Japan. It's a multi-level marketing scheme. I think when you hear MLMs, you should be a red flag. But they're telling you these machines produces a water who fight cancer. Obviously, it's absolutely not true. And it's disgusting that they're even saying this. And my job as a water sommelier these days is well to debunk these kind of videos, what they're putting on TikTok and social media and Instagram. So for example, they are explaining this idea of cancer treatment, that in an alkaline environment, that means like this machine produces high pH water, that in an alkaline environment, cancer cannot thrive. They're actually right with that argument. In a petri dish, when there's a fully alkaline environment, cancer cannot thrive. Guess what else cannot survive in a fully alkaline environment? Your body. You're going to be dead when you will be fully alkaline. So I think that's not really what we're looking for when we're drinking water, to be dead. And these are like the crazy scams what Americans love to get scammed up. They're like thinking they can drink suddenly some crazy amazing water. This machine costs, by the way, $5,000. Doesn't do anything. Not even a good filter is in there. And people getting scammed by companies. The water industry is a very messy industry, let's be honest. And I'm saying this as a water sommelier. What are the key responsibilities and daily tasks in your profession? So what I'm already said, it's a lot of debunking these days because social media is crazy. And I really thought when the internet came along and saying, oh, that's going to be great because people are not able to inform themselves and can Google and fact check everything literally in real time. What was not possible before the internet because you had to listen to radio stations or to TVs and you just had to believe what they said. These days you can Google everything. You can fact check everything simultaneously. The problem is
that nobody does to do fact check anymore. It's very strange, and I don't know why that is. Like, people believe everything suddenly what comes from TikTok and social media. It's very strange. And my job as a water sommelier is literally like to bring awareness to water, to bring value back to water. That's for me very important. My job is always done when I'm always saying, when you're going home tonight and you're brushing your teeth and you're opening your tap, you should be very thankful that you have running tap water. Because so many millions of people don't have that. Even in the United States. More than 2 billion in the correct, world. Look at this. Even in the United States, a lot of people they're blown away when I say this fact. In America, 2.2 million people who are living in the United States don't have running tap water at their house. 2.2 million people. And we're talking from the United States of America. What you would think one of the most industrialized and most advanced countries on this planet. 2.2 million, they just don't have water. They don't have water. And we're not even talking about safe and drinking water. No, not water at all in their houses. It's crazy. So my job is literally debunking, and with a slightly entertaining way to bring water facts. I'm always saying I'm like a Trojan horse, but in a good way. I'm like a person who entertains you on the internet, or on media, or on TV shows, and all this kind of stuff. I can laugh about myself all the time. I'm happy to do this. I'm on many, many comedy shows. But there is always a little red line or blue line, let's say it like that, to bring a water fact to you. And that is for me very important. And all my videos ending always with the term, water is not just water. And I'm using this term for two reasons. Because, again, it's so important and vital in our lives. Without water, we wouldn't be here. We need water to survive. We have to have water every day. After 2 days with no water, it's game over for us as humans. And second of all, there is more to discover in water than just H2O. There are minerals dissolved. And we all know the term terroir, because I'm in France. I don't need to explain what terroir means. So you know that a Chardonnay from the Chablis region obviously tastes totally different than the Chardonnay from Bourgogne. Huh? It's all about terroir. I like your wines. Huh? We all know that. So by water, it's the same. Because the water cycle, we have the same amount of water on this planet since billions of years. We're not running out of water. That's a misconception. The distribution of water is messed up. That's the problem what we're facing these days with climate change. That in some areas, like in Los Angeles, we had the big wildfires now. Yeah, sure, when 8 months there's no rain. Since May last year, we didn't have any rain. And it rained the first time in end of January. Yeah, sure, we have fires. In other regions, we have floods. The Ahr Valley, for example, for 3 years ago in Germany, where people died, unheard of in Germany, that suddenly people have to die due to climate change. It's crazy. So water is not just water, because there's minerals dissolved due to the water cycle. Rainwater comes down, picks up the minerality of the soils, and now you can actually taste the region where the water is coming from. And that's the reason a Badois tastes totally different than a Château d'Or. And it's all about the mineral composition of these waters. And that is, for me, as a water sommelier, the fascinating part, that water has taste. And when water has taste, I can bring the argument that water has value, because we all know a champagne has for your value. Maybe not a cheap Prosecco. Hopefully nobody's here from Italy. But you know the value of champagne. And for me, water is two different versions. There's one water for just hydration, and the most sustainable way, obviously, drink your tap water, please. And when your tap water is not really tasty enough for you, please filter it and make it better for you. But this is the most sustainable way to hydrate. And on the other side, there's an Epicurean side of water, where you can actually taste water, and you can pair water to different dishes. And that is, for me, the fascinating part as a water sommelier. By the way, bottled water is the most sustainable beverage on this planet. Somehow, people always thinking bottled water is bad, but let's be honest, it's the most healthiest one. Nobody's allergic to it. There's no sugar, no calories, nothing. And water does not need to be produced. We talked about the water footprint. So, bottled water has a way smaller footprint than obviously all other bottled beverages, because they need to be produced. They need to have ingredients, what need to be produced. So bottled water has the smallest impact on the environment from all bottled beverages. Fascinating, Martin. I'm pretty sure that the audience has got many questions for you, but my last one for you is, how do you envision the role of water sommelier evolving in the coming years? I saw it in my career already.
because it started literally just in a restaurant with a water menu. I was the GM, and the water sommelier was literally my little hobby. And it involved to me that now since 2 years, I don't work in the restaurant business anymore. I'm a full-time water sommelier. I just drink water every day. That's pretty much my job now. What is great, I feel very hydrated. I'm going to the restroom all the time. That's always the most important thing in a water tasting. You need to locate your restrooms, that you know where this is. This is great. But I think the involvement of that is, I realized for myself as well, it started just for taste and for fun, and now I realize there's a bigger responsibility. And the more I'm gaining on social media, obviously, because on TikTok I have 500,000 people following me, on Instagram it's like 668,000. So overall, when you're adding YouTube together, it's like over 600,000 people following me around the world. To talk about water. So I saw myself, I have a bigger responsibility than just talking about the taste. And then it came along the water rights, the water equality, how many people don't have access to clean and safe drinking water. So there's so much more what we need to understand in water to really appreciate water. But it boils all down, pun intended now, to water value. We can talk about solutions, we can talk about ideas, what we maybe can do in the future, but we need to first fight the biggest misconception, and a lot of people on this planet think water is not important. They think, it's just there, it's just in our taps. But when they don't have it in their taps, they're suddenly realizing how important actually water is. So the biggest objective we have, we need to start to bring value back to water. And when we have that, then we can start to talk actually about everything else. But the beginning is, yes, water is priceless. I opened a bottle for $100,000 with Diplo and 2 Chainz once for a YouTube video, which has 20 million views now. How crazy that is to think $100,000 bottle of water, that's insane. Yes, clickbait. That was the idea for me, to showcase something so outrageous that we will click on it, that I can educate actually people with an entertainment piece. That's the idea. And sometimes people don't understand this immediately, what I'm trying to do, because they're saying, this is ridiculous. There's this crazy guy who opens $100,000 water, and then people in Africa don't have drinking water. He's saying, yeah, that's the point. That's exactly the point. I want to spark a conversation. That is exactly what I'm trying to do. And I love these comments, and I love to be sometimes the heating pot of that comment, and they hate me for it, that I'm doing it, but it brings the idea of water, and we're talking about water. That's all what I want. Thank you, Martin. Cheers. That's the superstar here, this one. Waouh, waouh, waouh. On va terminer cette table ronde riche. J'espère que vous le ressentez aussi. On va toujours parler d'amour, qui va bientôt se refléter sur les canaux de Venise avec Barbara. Barbara, entrepreneure, cofondatrice de l'association Aquamour, créatrice du festival Aquamour à Venise dans quelques jours. Mais vous, votre relation, votre lien, cet amour de l'eau a commencé en 2019 lorsque vous avez fait le tour de monde avec votre compagnon Stéphane, et vous en avez fait un film aussi, Aquamour à la rencontre des messagers de l'eau. Alors pour vous, Barbara, j'aimerais commencer à savoir qu'est-ce que représente l'eau de manière globale pour vous, mais aussi pour toutes les personnes que vous avez rencontrées dans ce tour du monde. Des belles histoires. Racontez-nous tout ça. Tout d'abord, merci. J'aurais pu parler en italien parce que je suis italienne, mais j'habite dans ce pays depuis longtemps. On n'a pas le canal Quattro pour l'italien, désolé. Merci la France, bonjour l'Europe. Et je suis très, très émue d'être ici dans cette salle avec vous, où vous êtes tous des gouttes d'eau, et ensemble on fait un magnifique fleuve, une magnifique rivière. Je pense qu'on est chacun de nous un messager de l'eau, une sirène de l'eau. On en a plein sur cette table, et je suis particulièrement émue parce que c'est vrai que quand avec Stéphane, qui est juste là, on est parti faire le tour du monde, on réalisait un rêve. En fait, le rêve est très important. Le rêve d'aller faire ce voyage parce que on avait envie d'aller trouver des belles histoires pour raconter à nos enfants, à nos petits-enfants, pour réenchanter le monde avec l'eau. Alors moi, méditerranéenne de l'île d'Elbe, une petite île près de la Corse, Stéphane breton, c'est sûr qu'on avait trouvé un sujet incroyable
qui allait nous porter. On n'avait pas imaginé que la fenêtre était aussi courte parce qu'on est parti en juin 2019 et on sait ce qui s'est passé dans le monde à partir de 2020. Et on est parti porté par la magie de l'eau. Et on a dit, en partant, si on part comme l'eau, il faut qu'on soit fluide, transparent, qu'on se laisse porter. Et c'est ce qu'on a fait. On avait un petit schéma de là où on voulait aller. On avait tracé notre route. On n'avait pas beaucoup de budget. On avait des grandes peurs aussi, mais ils se sont dissipés parce qu'en fait, quand vous parlez d'eau avec les uns et les autres, en fait, on a tous un sujet de relation avec l'eau et les portes s'ouvrent. Les gens, ils vous disent, venez voir ça, allez voir telle cascade, etc. Et du coup, pour répondre à ta question, c'est vrai que dans ce film qui s'appelle Aquamour, à la rencontre des messagers de l'eau, on a rencontré des personnes merveilleuses. Par exemple, Philippines. Les Philippines n'étaient pas du tout dans mon top of the trip list. Mais qu'est-ce que je suis contente d'être passée par les Philippines. Et c'est à Palawan qu'on a fait la rencontre de Anita Gardner. Anita Gardner, c'est une Anglaise qui est née aux Philippines, passionnée de diving, donc elle fait de la plongée depuis toujours. Et en fait, elle est artiste aussi. Et du coup, elle a inventé Atelier Aquatique. C'est-à-dire que grâce à l'art visuel, au street art, elle sensibilise les enfants, les parents, les touristes qui passent parce qu'ils voient ces messages avec ces tortues qui se baladent dans la rue et surtout, ils vont aller les peindre. Et ça, c'est un prétexte. L'art, c'est vrai que c'est universel, ça parle, ça intrigue. Lorsqu'on arrive à Palawan, on vous demande justement de faire attention à l'eau et à son écosystème, à la faune marine. Ils ont des tortues incroyables qui sont en train de s'extinguer. Et du coup, la sensibilisation que Anita Gardner fait, c'est aussi autour de boat people, boatmen. Donc, ces hommes qui étaient pêcheurs et qui se sont transformés en guides de touristes, lorsque les gens partent avec eux pour faire de la plongée, ils leur disent faites attention. Ce sont des animaux, il faut pas trop bouger, il faut pas les toucher. Ils sensibilisent parce qu'en fait, c'est tout un ensemble. Si on fait attention à l'écosystème, ils savent qu'ils vivent aussi de tourisme, on est tout est relié. Et donc chacun trouve son intérêt de sensibiliser, de dire faites attention. Donc moi, notre tour du monde, il s'appelle Aquamour parce que aujourd'hui, le message qu'on veut porter, c'est vraiment d'avoir du soin et de l'amour. On en a trouvé dans les yeux d'Anita Gardner, parce que je peux vous dire qu'elle gagne pas grand-chose en faisant ça, mais elle gagne beaucoup d'amour, l'amour de cette eau qui lui revient. Elle fait aussi du monitoring, c'est-à-dire avec sa plongée, elle va aller voir comment se portent les corails, comment se porte la faune et la flore marine. Elle fait venir des scientifiques pour étudier tout ça. Donc tout ça, elle collabore, elle travaille aussi avec la mairie et d'autres autorités. Voilà, ça c'était une idée de ce qu'on a trouvé aux Philippines. Après, je pourrais vous parler aussi du côté connexion spirituelle. Je me souviens quand on est arrivé en Australie, c'était au bout de 3 mois de feu. Parce que là aussi, comme à Los Angeles, il y a des feux terribles. Les gens n'en pouvaient plus, vraiment. Et du coup, je marchais dans les rues de Sydney. J'étais assez étonnée parce qu'on n'avait pas rencontré les aborigènes. On les voit pas en fait. Et en fait, il y avait un monsieur aborigène qui jouait un didgeridoo. Mais c'était tellement beau ce qu'il faisait. J'ai commencé à danser devant lui. Voilà, je me suis portée par sa musique et l'eau à l'intérieur de moi, sans doute danser. Et en fait, au miracle, tout d'un coup, il a commencé à pleuvoir. Vous ne croyez pas, mais ça faisait 3 mois. Donc, après, il est venu me voir, il m'a dit, "Thank you for dancing with my rain music, rain song. I was trying to call the rain." Il était en train d'essayer d'appeler la rain et il me remercie moi. Et moi, je dis "Thank you." Et du coup, voilà, on a un petit peu parlé. Et pour lui, il a dit, pour moi, l'eau, c'est sacré. L'eau, c'est sacré. Je veux dire, lui, c'est aussi un message qui porte sacred, sacred, sacred. Et après quelques jours qu'on était là, l'eau est tombée tellement forte que ça a porté aussi des problèmes. Donc, en fait, on a vu aussi l'eau dévastatrice, alors que quelques jours, ça nous a aidé aussi à éteindre ces feux.
Donc voilà, ça c'était une autre petite histoire intéressante. Je pourrais aussi raconter la rencontre avec Denis Larin, qui nous a fait découvrir le lac Baïkal. C'est la plus grande réserve d'eau douce au monde. C'est une réserve incroyable où il y a une relation spirituelle très forte. Il y a l'esprit du lac Baïkal. Les gens qui vont là-bas, ils parlent avec l'esprit. En Russie, on parle de l'eau, c'est pas la mer, c'est le père, paille, voilà. Alors que dans beaucoup de nos régions, on a une relation plutôt féminine avec l'eau. Là, c'était plutôt le père. Et donc, lui nous a dit, il faut faire attention à l'esprit ici. Et lui-même, qui est aussi guide et musicien, il sensibilise les gens, les touristes, à faire attention aux esprits. Et c'est vrai que quand on s'immerge dans cette eau, il y a quelque chose absolument de healing, de très powerful, de healing vraiment. Et on sent vraiment que l'esprit, en fait, cette relation avec l'eau, c'est une relation comme avec un frère, un amoureux. C'est une relation vraiment qui vous enveloppe. Et donc, quand on fait attention à être en syntonie avec l'eau, de se faire porter dans la vague, plutôt que d'être contre la vague, en fait, on peut vraiment épouser cette eau et se faire épouser par cette eau. Voilà quelques exemples. Ça rejoint le flow dont on parlait, Julie. Alors, moi, Barbara, j'ai adoré également ta créativité. Tu as lancé, donc italienne, c'est sûr, à Venise, mais ça va être la 3e édition du 21 au 25 mars à Venise, le festival Aqua Amour, qui réunit des artistes, des ateliers pédagogiques, des experts, des startups engagés également dans la préservation de l'eau et de l'océan. Est-ce que tu peux nous raconter, voilà, qu'est-ce qui va se passer, surtout, qu'est-ce que tu espères voir émerger, sans jeu de mots, à travers cette réunion créative à Venise? Merci pour cette question. En fait, l'idée du festival est née après le film qu'on a fait, documentaire qu'on a montré. On a senti que les gens, tout comme vous êtes là, sont attirés par le sujet de l'eau. Mais qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a 360 degrés à parler de l'eau. Vous avez vu là, déjà, il y a eu plein de choses et il y en a encore beaucoup plus. Et du coup, c'est né spontanément à l'île d'Elbe. Chez moi, le premier festival, c'était de réunir toute cette partie de l'eau, mais aussi donner la chance à qui n'a pas forcément une relation avec de l'eau d'expérimenter et d'en savoir plus. Donc, en quelque part, c'est de réunir ces messagers de l'eau autour. Et alors, à Venise, c'est un peu un parcours incroyable. Et ça, je dois dire que c'est l'eau nous connecte, c'est l'art des rencontres. On a fait ce premier festival à l'île d'Elbe. Le deuxième, c'était en Bretagne parce que c'était le fief de Stéphane. Et puis, en tournant le programme du festival de la Bretagne, il y a un artiste, Étienne Avronsart, qui joue des didgeridoo, qui l'a envoyé à quelqu'un que je ne connaissais pas, qui est là d'ailleurs, Bénédicte Fumé, le programme, et ça c'est la magie de l'eau. Et elle l'envoie à une copine à elle qui s'appelle Hélène Molinari, qui comme par hasard est à Venise et qui a une association qui s'appelle Sumus, Nous sommes, et dont pour elle, l'eau, comme la terre, comme l'humanité, est quelque chose de très important aujourd'hui, de nos jours, de reprendre contact avec. Et du coup, Bénédicte m'appelle, il faut que tu connaisses Hélène Molinari, on se voit, ça faisait déjà 2 ans. Qu'est-ce que tu penses de faire ce festival à Venise? Je dis, je ne pouvais pas rêver de mieux. Une ville d'art, d'amour et d'eau, c'est vraiment comme aller voilà, vraiment l'endroit le plus emblématique. Et pourtant, Venise est une ville qui est en souffrance, qui appelle de l'aide, comme beaucoup de lieux et des personnes dans ce monde. Aidez-moi, aidez-moi, je suis belle, je suis vue, je suis aimée, mais je suis abusée aussi, je suis maltraitée. Donc, nous, quand on a créé l'association Aquamour avec Stéphane, c'est pour donner la voix à l'eau, mais c'est aussi pour donner la voix aux personnes dont on parle jamais. Donc, ces gens qui se retroussent les manches et qui font des choses magnifiques. Et ce qui est en train d'être merveilleux à Venise, c'est que on a réussi à élargir je vous montre parce que je suis fière, ça c'est
l'emblème du festival Aquamour Venise, vous voyez ces ronds, en fait, comme quand vous jetez une pierre, vous élargissez. Donc là, pour une fois, on va voir tout un pôle artistique et culturel qu'on avait déjà dans les autres éditions, avec des danseurs, avec des chanteurs, où on sera accueillis dans des lieux mythiques comme le Teatro Goldoni, mais aussi le Conservatoire Benedetto Marcello, des lieux incroyables qui sont ouverts et qui sont, le festival est gratuit. Mais on a réussi à mettre encore une fois un côté aussi plus pédagogique, académique, avec des tables rondes, des conférences, mais des expériences. Quelqu'un qui veut apprendre à faire la vogue à Veneta et qui du coup il va voir comment c'est bien de ramer à Venise et combien c'est dangereux d'avoir des bateaux qui vont à toute vitesse autour. Quelqu'un qui veut apprendre à cuisiner en consommant très peu d'eau va pouvoir le faire aussi. Quelqu'un qui veut faire l'expérience de goût de l'eau dans le thé, comment c'est important aussi d'avoir une bonne qualité de l'eau. Et cette fois-ci, on y a ajouté, et ça c'est grâce à Summus, tout un aspect aussi économique et scientifique, c'est-à-dire qu'on a réussi à réunir des pointures de science et d'économie, tout ce qui est Blue Economy, comme Gunther Pauli pour poser un nom, mais on a aussi des scientifiques comme le prix Nobel de l'eau, vous savez qu'il est vénitien, Andrea Rinaldo, qui sera là, et on nous prête des espaces incroyables. Est-ce que vous savez qu'on va avoir un aquapavillon à Venise, hébergé dans la serre des jardins royaux de San Marco, et cet aquapavillon va recevoir des personnes d'Amérique latine qui vont parler comment l'eau de mer est curative. Et oui, ça peut aider aussi à soigner les cancers. Et il va y avoir aussi la possibilité pour des agriculteurs d'apprendre comment l'eau informée peut être incroyable pour cultiver et démultiplier et faire des cultures incroyables. Donc ça va être, tout ça, ça va être offert. Et on a des startups, tu en as parlé, des startups. Savez-vous qu'il y a des startups en Europe qui sont en train de vraiment partir des algues pour nous montrer tout ce qu'on peut faire avec les algues. On peut même, grâce aux algues, neutraliser et nettoyer ce qu'on appelle les PFAS, des polluants qu'on trouve dans l'eau. Et il y a des startups, pour pas la nommer française, qui est en train de s'inspirer du mouvement des mammifères marins, comme les dauphins, comme les baleines. Ils ont créé les premiers moteurs à hélice qui sont inspirés du mouvement de membrane. Donc, du coup, il y a pas d'hélice, il y a ce mouvement de membrane, ça pollue pas, ça utilise pas, et ça ne coupe pas, donc ça utilise pas du carburant comme les autres. Imaginez Venise équipée avec ces moteurs silencieux. C'est incroyable. Et tout ça, ce sont des startups qui ont besoin justement qu'on les aide à démultiplier, à connaître leurs idées. Nous, depuis le début, c'est de faire connaître des choses intéressantes qui n'ont pas assez donc de amplitude. Donc c'est storytelling pour faire connaître et pour faire aller à l'autre rive ces messages. Merci, grazie mille, Barbara. Il nous reste un quart d'heure pour un échange avec vous, 5 minutes pour un échange avec vous. Très bien, c'est vrai que c'était 13h10. Et oui, c'est pas 13h30. Alors 5 minutes, allez-y pour toutes vos questions. Non, on n'a pas le temps, il reste 5 minutes. Alors, Barbara, quelles sont vos questions? Appuyez sur le bouton. Allô, bonjour. I have a question for Martin. What are the criteria when you're tasting water? Like a sommelier would taste, let's see, for color or tannins and these sorts of things. What are the criteria you're looking for when tasting water? Because wine is obviously way more complex, and you can see immediately the colors. But Pinot Noir or Chardonnay or Riesling, you can see a lot of that. By water sommeliers, it's very subtle. So when I look at a water, first of all, the temperature is very important. I drink everything on room temperature, because when you chill something down, you're pretty much numbing up your taste abilities.
That's the reason a soda maybe is okay from a taste perspective when it's super cold, but when we drink it lukewarm, we all know it's actually disgusting. So this is the same with water for me. I will look actually at a glass like this. I will, on a regular basis, when I evaluate water, I will put a white like napkin or something behind it that I can look through the water because it's colorless. Right now I see hundreds of different colors because I can see you through water. But when I have a white background, I can actually see what the water looks like. And you can already detect something sometimes. Are there little bubbles maybe? Are there carbonation spots in it? Sometimes water can be slightly gray. It's very interesting how many actually you can already see through the things. The second thing is then smell. And the interesting part is we were yesterday at a dinner here at the building, and they served me this water as well, and it's actually purified tap water. And again, I don't have any problems with that. The problem by purified tap water is because it lacks minerals, and water is a universal solvent, it will look for everything else now in the glass. So most of the times, glasses are like very easily polished with a white rack maybe. So yesterday, the water smelled like a wet dog. It doesn't really appeal like really exciting to you maybe, but this was the first impression I had of that water. You think, oh yeah, this is like a wet dog in the rain shower. And this was the towel actually. The problem was the towel. And when it comes then to mineral waters, I obviously look then for the minerality. Is this bitter, salty, sweet, complex? It can be salty. It can be even metallic sometimes when like we're talking about very high mineral content waters. Like Roy from Slovenia, what has over 1,000 milligrams of magnesium dissolved. So there's many, many little things you can then really attach and realize that water has taste. It's quite fascinating. And then obviously the carbonation. Still sparkling, medium sparkling. It's fascinating. But for me, it's like going to the gym. First day, you are proud that you can maybe do 5 kilos. In 2 years, you can do 20 kilos. It's the same with water tasting. You're starting with low, and then you involving and you're getting better and better and better. Thank you. Thank you so much. Unfortunately, we don't have much time, so merci beaucoup. Merci à tous les intervenants pour cet échange et merci de votre écoute. Très belle journée.